Donc, je m'appelle Denise Silbert, comme c'est indiqué sur la feuille. J'ai une double casquette. Je suis consultante en e-santé au niveau de Basis Stratégie, souvent animant et rédigeant, et une société qui fait de l'information sur la réalité virtuelle thérapeutique, qui s'appelle VR for Health, qui est plus récent. Je suis ici avec Anne Buisson. Est-ce que tu peux te définir en 2-3 lignes? Ben moi, je suis une représentante du monde des patients. Donc, je suis directrice adjointe d'une association qui s'appelle l'AFA Crohn RCH France, qui donc, lutte contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ça fait donc depuis plus de 22 ans, plus de 20 ans que je suis dans cette association, que j'ai vu cette association évoluer, que j'ai vu les patients évoluer. Et que vous dire de plus C'est bon. Ça te va? Ok, parfait. Je te remercie. Parce qu'après, on va entrer dans le sujet. Donc, Julien. Ouais. Donc moi, je suis rhumatologue libéral. Donc, on a des patients, je pense qu'on a en commun. Je travaille dans un centre de compétences maladie de Lyme, où j'ai des patients qui ont des parcours plus compliqués. Et puis, je suis cofondateur du salon Made in Tex. Très bien. Et Mathieu? Bonjour. Donc, moi, je suis chirurgien viscéral. Je représente aujourd'hui Cyril Gauthier et Laura Olivieri pour la plateforme Nuvie. Donc j'interviens auprès de cette entreprise qui est une start-up spécialisée dans l'éducation thérapeutique, notamment auprès des patients obèses avec des problématiques de surpoids, mais aussi des patients qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète et d'autres. Et donc j'interviens aujourd'hui en représentant de Cyril. Voilà. Ok. Donc, chacun va avoir l'occasion de répondre à la question concernant la situation du citoyen lorsqu'il est patient. Est-ce qu'il est vraiment acteur de santé? Et la progression que nous avons vue et ce que nous espérons dans l'immédiat et pour les années à venir. Et enfin, quelles seront les opportunités éventuellement pour les startups? On en parlera puisqu'il y en a dans la salle. Aller dans le sens de l'enrichissement de cet engagement par les patients. Je vais juste dire pour moi-même que je m'intéresse à ce sujet depuis 25 ans. C'est cela qui m'a intéressée à l'e-santé, l'idée que l'e-santé ouvrait la porte, rendait possible l'engagement des patients, parce que subitement, avec l'accès à l'information, et notamment PubMed avec les publications, qui a été le premier dans les fins des années 90 à être mise à la disposition. On pouvait voir les recherches. Maintenant, avec clinicaltrials.gov, on peut voir quels sont les essais disponibles. On a accès aux associations de patients. Et enfin, j'ai beaucoup travaillé pour la possibilité de la prise de parole des patients lors des congrès médicaux qui, il y a 20 ans et même il y a 10 ans, étaient, la voix réagir, absolument impensable. Et donc, on peut dire que le verre est à moitié plein, qu'aujourd'hui, lorsqu'un patient veut présenter son expérience, s'exprimer, participer, avoir sa place, ça n'étonne plus. Alors de là à dire que c'est systématique, qu'on les implique assez, il y a encore du progrès à faire. Et c'est pourquoi j'avais créé un congrès qui s'appelait Doctors 2.0 and You. C'était pour rapprocher les médecins et les patients, le You. Donc, on se connaît depuis longtemps avec Anne Buisson et j'admire énormément tout le travail qu'a fait l'association. Donc, tu peux peut-être nous expliquer comment l'association a participé à l'enrichissement de la place du patient dans son propre parcours. Moi, d'abord, je m'étais un peu focalisée sur l'information parce que je pense que tu as raison, Denise. Je pense que ce qui a été vraiment un progrès, c'est en effet le fait qu'il y ait une démocratisation de cette information à la fin des années 90 et au début des années 2000 par Internet. Donc c'était déjà du numérique. Et cette démocratisation des savoirs a vraiment, je pense, fait monter le patient, en fait, le rôle du patient comme prépondérant. C'est vrai que tu parlais aussi de la loi Kouchner et c'est pas anodin. Parce que finalement, l'information des patients, elle est au cœur en fait de cette loi. Et moi, je suis convaincue depuis plus de 20 ans que je travaille dans l'associatif que avoir cette information pour un malade
c'est quelque part mieux maîtriser son destin de patient, c'est quelque part aussi pouvoir agir sur sa santé. Donc pour moi, l'information est au cœur de cette action, et on le sait depuis longtemps, puisque à l'association, en fait, on ne fait pas que recevoir des emails, on nous appelle, et cette information, elle est très très importante. Et cette information, pour qu'elle soit vraiment pertinente, on s'est aperçu qu'il fallait aussi qu'elle soit personnalisée. C'est un enjeu qui est extrêmement important de personnaliser l'information, parce que tout le monde a fait l'expérience d'aller sur Internet quand on a des maux de tête et qu'on tombe sur Google sur cancer du cerveau. Vous voyez bien qu'en fait, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas personnalisé selon la situation de la personne. Et donc nous, ce qui nous a porté pendant ces années, et ce qui nous porte encore, c'est comment on va répondre à un patient au moment où il en a besoin. Et je me souviens que les patients, quand ils avaient besoin d'informations, et c'est toujours la même chose, effectivement, ils pourraient poser la question aux professionnels de santé, puisque c'est une information sur la santé, mais en vrai, quand ils ont besoin de cette information, comme par hasard, c'est toujours le dimanche, comme par hasard, c'est toujours le soir, et donc comme par hasard, ils n'ont pas accès aux professionnels de santé. Comment on fait quand on a besoin d'avoir une information sur sa maladie et qu'on n'a pas le professionnel de santé sur place? Et c'est vrai qu'Internet a été vraiment très très important, et cette personnalisation, elle est au cœur, nous, de ce qu'on souhaite faire et de ce qu'on fait à l'AFA à travers donc une plateforme dont je vous parlerai peut-être. Cette information, elle doit être aussi, pour moi, c'est une information qui doit être pondérée, et les malades nous l'apprennent, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est théorique. En fait, on a beaucoup appris des malades dans comment on devait finalement faire et réaliser de l'information. Et cette information, non seulement elle doit être personnalisée, mais elle doit être aussi pondérée, mesurée. Et moi, j'ai beaucoup appris avec les forums de discussion, parce que finalement, ces informations, elles doivent être enrichies par l'expérience. Ça ne suffit pas une information de santé, ça ne suffit pas qu'elle soit personnalisée, elle doit aussi être enrichie par l'expérience. Donc elle doit être ancrée, elle doit être enracinée. Et c'est aussi pour ça que ça a été pour nous très important de pouvoir développer des forums de discussion construits qui dégageaient en fait de la pertinence, contrairement à ce qu'on croit, qui dégageaient de la pertinence par l'expérience nombreuse des patients. Alors évidemment, aujourd'hui, notamment par le numérique, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et notamment, en effet, la pléthore d'informations. C'est-à-dire qu'au départ, sur Internet, on avait effectivement PubMed, on avait quand même plutôt la sensation qu'il y avait des articles scientifiques qui pouvaient être pertinents. Donc, effectivement, c'est très compliqué pour nous, en tant qu'association, de se dire, bon, alors attends, comment on va faire pour faire en sorte que le patient soit plus acteur dans sa santé. Je crois que là aussi, encore une fois, rester connecté au patient me semble très très important. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire en tant qu'acteur de l'information, qu'on soit un institutionnel, qu'on soit une association de patients qui génère pas mal d'informations sur les pathologies, au lieu de se dire on va faire quelque chose de descendant, c'est-à-dire nous on a l'information pertinente, nous on a l'information qui va bien. L'idée, c'est vraiment de donner les moyens à la personne d'avoir justement différentes sources potentielles que la personne, dont elle va s'emparer, et qui va peut-être lui permettre de se faire une idée. Et je crois qu'il faut vraiment compter justement sur le rôle de la personne pour pouvoir aussi, et l'accompagner bien sûr, pour pouvoir faire en sorte qu'elle se fasse une idée. Donc ça, c'était juste le premier volet. Après, je passe la parole tout de suite sur l'information. Pour moi, c'est quand même le cœur du sujet est là. Et puis l'autre aspect, c'est comment finalement aujourd'hui un patient, on dit qu'il est acteur, ou on voudrait qu'il soit acteur de sa santé, mais moi je connais que des patients acteurs. Le fait de vouloir aller mieux, le fait de vouloir aller mieux dans sa santé, le mieux dans sa maladie, le fait de vouloir améliorer sa qualité de vie, c'est déjà une action. Et c'est peut-être pas forcément une action qui est qui va matcher forcément avec ce qu'on souhaiterait du patient. Mais il faut rester à l'écoute de ce que souhaite le patient dans ce qu'il veut être acteur de sa santé. C'est comme ça qu'on le rend acteur. C'est comme ça qu'on le rend acteur en ne le soumettant pas à des injonctions. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important de prendre en compte cette personne avec ses représentations, avec ses croyances, avec ses besoins, et de pouvoir l'accompagner
et le faire monter en compétence sur sa santé. Et je crois qu'on ne peut pas le faire si on est injonctif. Voilà, on rediscutera mais c'était plutôt des propos un peu... C'est une excellente introduction, donc l'information et l'écoute de la personne. Je crois que c'est la meilleure base pour lancer cette table ronde. Et je me tourne donc vers Julien. En tant que rhumatologue, peut-être faire également une introduction sur comment tu envisages la relation avec le patient avant qu'on aille plus sur l'opérationnel. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, j'avais construit une réponse un peu à l'avance qui ressemble beaucoup à la tienne. Donc il y a beaucoup de choses parallèles. La manière dont j'avais construit un peu cette réponse, c'était de montrer un peu ma pratique et pour arriver à dire comment rendre le patient acteur. Donc sur ma pratique, il y a 3 choses différentes. Donc les patients qui ont des douleurs articulaires, les patients dans le centre de Lyme qui ont des errances thérapeutiques avec des pathologies très complexes, pour lesquels on a créé un parcours de soins assez particulier où les patients ont 1 heure de consultation avec parfois 1 ou 2 praticiens. Donc ça a vraiment changé mon rapport à la médecine où en restant 1 heure avec un patient, on peut s'intéresser à tous les pans de sa vie. Et donc, ça a ouvert pas mal de choses. Et puis, plus récemment, en tant que cofondateur Made in Tex, j'ai eu accès à des outils innovants et tout ça a matché pour créer quelque chose, des idées un petit peu différentes. Sur les patients que je suis, donc il y a à la fois des rhumatismes inflammatoires. Donc, la question qui m'était posée, c'était beaucoup sur les pathologies chroniques, ces questions qu'on se pose aussi, les pathologies longue durée. Donc, ces patients qui vont avoir un dérèglement du système immunitaire et qui vont avoir ensuite des conséquences un peu dans tout leur de leur vie et toute leur vie, les patients qui ont des pathologies dégénératives et puis les patients qui ont des maladies de Lyme. Alors après, je ne sais pas si vous voulez qu'on atteigne un peu... vous pensez de la conception de la relation... Dans la conception de la relation avec le patient... Pour le rendre plus acteur de sa santé. Pour ma part, la relation avec le patient déjà a complètement changé. Vraiment, ces derniers mois, ces dernières années, en me rendant compte un petit peu de certaines innovations, ça m'a laissé... Alors paradoxalement, des fois on a l'impression un peu du contraire, mais plus d'espace avec le patient. Plus il y a d'innovation, plus j'ai introduit l'innovation dans ma pratique. Alors notamment il y a des choses simples, tout ce qui va être organisationnel va permettre d'ouvrir plus de temps de contact et donc d'empathie avec le patient. Et puis après il y a d'autres choses qui vont permettre d'avoir une relation avec le patient en dehors du cabinet de consultation. C'est-à-dire que je vais avoir plein d'outils qui vont me permettre de faire de l'auto-rééducation au patient, qui vont me permettre peut-être de le voir moins souvent en cabinet, mais d'être sûr que les choses soient bien faites. Et ça va changer ma relation. Et tout ça pour en arriver au patient acteur. Sur le patient acteur, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment dans ma pratique que le patient n'a pas du tout attendu les innovations pour devenir acteur de sa santé. Depuis qu'il y a Internet, il est acteur de sa santé, il fait des choses. Et moi, mon impression, c'est que plutôt de l'aider d'essayer de le rendre acteur, ce qui est important, c'est de le rendre en partie responsable. Et alors, il est responsable, mais de le rendre encore plus responsable en le guidant et en l'aidant à comprendre ce qui va arriver en fonction des différentes prises en charge, quelle est l'évolution de sa pathologie attendue, et ça va permettre de guider, je pense, et de fixer des bons objectifs avec lui, ces objectifs qui peuvent être doubles. Donc quand on crée des outils innovants en santé, mais c'est la même chose qu'en consultation, il y a 2 types d'objectifs. Il y a les objectifs qui vont être les objectifs plus scientifiques, qui vont être celles des recommandations des sociétés savantes, qui vont permettre d'uniformiser une pratique, qui vont permettre de mieux évaluer, de faire de la recherche, d'être sûr qu'on ne fait pas d'erreur quand on est moins dans son domaine de surspécialité. Mais il y a aussi les objectifs qu'on va créer avec le patient. Et ces objectifs-là, qui sont les mêmes en consultation et qui sont les mêmes quand on crée des outils innovants en santé, qui vont être à construire ensemble. Et pour les construire, il faut réussir à être dans une prise en charge intégrative, complète, qui permette de comprendre le patient dans sa vie, sa globalité. Merci. Alors, je pense que nous avons une autre personne qui est professionnelle de santé et qui a aussi une philosophie très proche de ce que nous avons. Mais néanmoins, j'aimerais que vous expliquiez comment vous voyez la relation entre le professionnel et le patient. Je pense que dans la chirurgie bariatrique, c'est majeur pour le succès. Oui, justement, mais bon, je partage entièrement ce qui a été dit avant, je ne vais pas revenir dessus. Non, je crois qu'aujourd'hui, moi aussi, ma pratique a changé. Elle a changé avec... sous plusieurs aspects. Déjà, sur l'information, le fait qu'un patient soit détenteur de cette information fait qu'il est empreint
de comprendre que sa maladie, moi je traite des maladies chroniques, puisque l'obésité est une maladie chronique, et bien que la solution ne vient pas forcément de la médecine, mais vient aussi et avant tout de lui. Et donc c'est renverser un petit peu cette vision des choses. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que nous, en tant que sachants, pendant des années, et c'est encore le cas, on a eu cette position dominante, cette position paternaliste, si on veut l'appeler comme ça, et il a fallu revenir au même niveau que le patient. Et revenir au même niveau que le patient, pour un professionnel qui a été éduqué et qui a, pendant tout son parcours de formation, a été dans cette position de sachant dominant, et c'est pas simple. Et donc ça s'apprend aussi pour le professionnel de revenir sur cette position-là et de voir comment on est capable d'écouter les besoins des patients. Parce qu'avant tout, c'est le patient, quand il vient nous voir, il exprime un besoin. Et ce besoin, il faut être capable de le recontextualiser et aussi d'avoir bien conscience, au-delà du fait que le patient soit acteur, c'est que, là je fais une petite transgression sur la sociologie, c'est qu'un patient, il a sa propre rationalité. Et donc, il est dans son aire de rationalité, il faut comprendre comment il agit avec son aire de rationalité et que nous, on vient la perturber, on peut venir l'aider, mais avant tout, il faut qu'on soit capable de bien comprendre dans quel contexte il veut agir, d'accord ? Et ne pas être dans une position dogmatique où on va être là pour lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Alors par rapport à la chirurgie, moi je le vois aujourd'hui dans la chirurgie bariatrique, plus on va dire, ça fait bientôt plus de 10 ans que j'en fais, plus ça va, plus le délai avant de prendre le patient en charge chirurgicalement, avant de faire l'acte, plus ce délai s'allonge. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que le cheminement pour y arriver était le plus important, pour qu'il y ait une vraie réussite de cette opération. Et pendant cette phase de cheminement, oui, on peut l'aider de différentes manières, on peut l'aider à travers le numérique, comme on le fait avec Nuvi, mais surtout, on l'aide à réinterroger ses besoins, réinterroger son envie, et surtout, par rapport à l'information qui est primordiale pour nous, notamment par rapport à la gestion des risques et à la compréhension des complications post-opératoires, c'est d'être en capacité de lui apporter l'information qui soit ajustée à son besoin de compréhension, à ce qu'il a envie d'entendre, et surtout de bien recontextualiser par rapport à l'enjeu de la chirurgie, mais au-delà de ça, de la proposition thérapeutique. Et donc, oui, au quotidien, ça demande du temps. Et je crois que le facteur temps est un facteur extrêmement important à prendre en compte, parce que c'est de la conduite de changement, qu'on le veuille ou non. C'est apporter ce changement progressif et qui est, pour le coup, individuel. Et chaque patient va évoluer vraiment très différemment dans son cycle. Oui. Alors, avant de revenir, si tu permets, Anne, je vais reposer une question aux professionnels, parce que je pense que c'est au cœur de la question de la place du citoyen qu'il faut être deux pour que ça puisse fonctionner. Il ne peut pas venir seul, un professionnel de santé qui n'est pas préparé à agir avec lui. Je voudrais savoir si l'un et l'autre, vous avez l'impression d'avoir cherché tout seul à faire évoluer votre façon de faire, si vous pensez que maintenant, ceux qui sortent de leurs études sont mieux armés à agir de la sorte par la société, voire par leurs études, ou si chaque professionnel est toujours là, dans l'obscurité, en train de « Ah oui, il faudrait que j'évolue vers ça, et comment je vais faire ?» Comment est-ce vous voyez la situation, et est-ce qu'on peut l'accélérer? Parce que ce n'est pas tout le monde qui pensait comme vous. Donc, 2 minutes chacun sur cette question. Alors moi, ma prise de conscience, c'était vraiment quand j'ai intégré le centre de référence de maladie de Lyme, où quand on a passé 1 heure de consultation par patient, en fait, j'ai réalisé qu'en déjà une demi-heure, je prenais une demi-heure de consultation en rhumatologie, j'ai réalisé qu'on n'a pas le temps du tout de connaître un patient. C'est des histoires plus complexes. Donc, en me posant, en écoutant toute la vie, en fouillant des valises d'examen, les patients viennent vraiment avec des valises remplies d'examens. On avait la solution à 3 ans d'errance thérapeutique juste dans 1 heure de consultation. 3 ans d'errance. Et 95% des patients, c'est une étude qu'on a sortie, se sentent plus en errance thérapeutique quelques mois après. C'est parce qu'il fallait
1 heure pour passer en revue tout. Il faut 1 heure pour écouter, comprendre tous ces problèmes, parce que parfois, quand on rentre dans un processus de suivi médical, eh ben, on finit par se perdre soi-même, je pense. Et il y a beaucoup de patients, alors là on parle de patients un peu complexes, mais il y a plein d'informations qui arrivent dans tous les sens. Et donc le patient, au bout d'un moment, il finit par suivre un praticien, autre chose, il ne sait plus trop analyser ses symptômes, surtout quand on est dans l'ère du psychosomatique, qui est une grande catégorie en médecine qu'on aime bien ranger dans une case en disant bon bah je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop si c'est au psychologue de s'en occuper, au médecin, etc. Et encore plus quand on est dans ces sphères-là, bah, on a besoin de ce temps. Et moi j'ai d'abord eu la chance d'avoir ce temps pour pouvoir prendre conscience. Et quand je regarde autour de moi, j'ai quand même l'impression que c'est un besoin exprimé par beaucoup de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui se rendent compte qu'il leur manque des pièces dans l'information qu'ils ont du patient et qu'ils aimeraient pouvoir en avoir plus. Donc je ne sais pas comment... Donc c'est plus le besoin de l'information que cette notion d'être au même niveau qui a été évoquée par Mathieu. Alors au même niveau... dans une relation d'égal. Ouais, alors c'est au même niveau, c'est ce qui se passe, c'est de fait en fait. On se rend compte maintenant qu'un patient quand il vient, alors là si je prends plus le côté Lyme, mais le côté rhumatologue, un patient, tout le monde s'en rend compte je pense, parce que le patient il arrive en consultation et il sait déjà des choses sur sa maladie, il sait parfois plus que nous, ça arrive que des fois il se trompe pas et nous oui parce qu'il a lu énormément de choses, il a déjà des idées sur son traitement et c'est pas des idées déconnantes parce qu'il connaît après, c'est à nous de l'aiguiller. Donc je pense que de fait en fait le patient arrive avec un niveau qui est de plus en plus pertinent grâce aux outils qu'il a utilisés dans sa pathologie. Donc c'est lui qui nous apporte ça. Super. Mathieu, la même question sur est-ce que chaque chirurgien est là en train de chercher comment évoluer? Est-ce qu'il y a maintenant des possibilités professionnelles pour... Ah oui, je vais là, j'apprends un peu et puis je mets en pratique. Non, ça n'existe pas. C'est un peu... Enfin, je suis pas au fait de ce qui est enseigné aujourd'hui dans les facultés de médecine, même si c'est une prise de conscience, notamment des plus jeunes générations qui sortent là sur cette question de réaborder En fait, je pense que notre métier, comme tous les métiers, se transforme. D'accord ? Notre position de médecin, notre rôle de médecin à l'avenir va se transformer. Et il se transforme notamment parce que le patient étant d'autant plus acteur et ayant cet accès illimité à l'information, finalement, la question qui va se poser, c'est quel restera mon rôle de médecin. Alors oui, en tant que chirurgien, c'est facile, les compétences techniques, j'ai un problème, une solution, voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a percuté quand j'ai commencé cette problématique de chirurgie bariatrique, c'est quand j'ai analysé, fait de la recherche sur l'évolution des patients en post-opératoire et que j'ai vu qu'au bout de 3 à 5 ans, il y avait 40 à 60% de rechute. Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème. On apporte une solution qui marche très bien, parce que dans les premières années, ça marche très bien. Puis après, il y a une rechute. Ça veut dire que déjà, on n'a pas compris que c'était une maladie chronique. Et puis deuxièmement, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche dans le parcours. Et en fait, le problème, c'est que vouloir soigner une pathologie complexe, multifactorielle, par une simple chirurgie, c'est mettre le chirurgien dans une position qui, à mon sens, n'est pas la bonne. Et donc, si on réinterroge notre métier, la façon dont on veut accompagner le patient, on se rend compte que maintenant, dans le parcours du patient, la chirurgie, c'est un épiphénomène. Et donc ça veut dire être en capacité de modifier sa position de médecin, de transformer son métier aussi. Alors pour ça, oui, il y a de plus en plus de formations, on est de plus en plus sur cette dynamique-là, tant mieux. Malgré tout, on reste encore un petit peu des exceptions dans le milieu. Oui. Donc, maintenant, avec Anne Buisson, quelles ont été les actions les plus performantes, les plus efficaces au niveau de l'association pour aller dans ce sens, pour accompagner le mouvement du patient qui s'informe, qui est vraiment acteur de sa santé? Juste pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, en fait c'est vrai que c'est pas forcément une question de niveau, parce que là on voit qu'il y a le grand niveau, le petit niveau, puis il y en a un qui se rabaisse au même niveau pour être au même niveau que l'autre. En fait je crois que c'est plus une question de savoir partager, c'est-à-dire qu'en fait finalement on partage des savoirs,
chacun a des savoirs différents finalement. Donc vous avez mis plein de temps à faire des études de médecine, machin. Donc vous êtes un puits de connaissances. Et puis finalement le patient, il a aussi des connaissances, mais ces connaissances sont assez différentes, c'est des connaissances d'expérience. Il a bénéficié en plus d'Internet, d'un certain nombre d'autres types de connaissances qui sont extérieures à son expérience. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de partager ce savoir. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace, partager le savoir, et donc de pouvoir vraiment être dans un accord. Parce qu'après, c'est une question de niveau. Je sais qu'en France, on aime bien les diplômes, alors forcément, on va se... Mais je crois que c'est plus une question de partage. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, je rencontre beaucoup de professionnels de santé, et dans mon expérience, c'est souvent individu dépendant quand même. Donc aujourd'hui, on n'est pas à une généralisation massive du chirurgien qui se remet en question en disant en fait la chirurgie n'est pas une solution, et la solution en fait c'est pas seulement le médecin qui la détient, le malade la détient aussi, et ça fait plein d'années que les malades disent que justement ils font partie de la solution pour aller mieux, pour améliorer leur quotidien. C'est comme ça que nous on est une association de patients, donc si on ne dit pas que nous faisons partie de la solution pour améliorer la prise en charge, le système de soins, on n'a qu'à fermer notre association tout de suite. Donc les patients savent qu'ils font partie de la solution pour aller mieux. Et donc il faut prendre en compte cette idée. Et vous parliez de temporalité, et je pense que le temps, vous avez raison, c'est hyper important. Je pense que ce dont vous parliez, c'était aussi de la prise de décision partagée. Et dans cette prise de décision partagée, il faut vraiment, en fait, il faut temporiser, parce que c'est un cheminement, vous avez raison, c'est un cheminement. Et c'est ce qui permet, en fait, à la fin, de se sentir, en effet, complètement responsable. Alors, le mot, il est quelquefois un peu... il peut avoir une connotation un peu compliquée quand vous dites à un patient vous êtes responsable, c'est qu'en fait vous déresponsabilisez. Mais donc je pense que la responsabilité partagée, elle est aussi assez importante. Donc ça c'est ce que je voulais dire. Et donc nous, vous voyez bien, en fait on est une association. Nous sommes une association qui est relativement structurée. Les malades dont on s'occupe, ce sont des malades jeunes, qui sont des adolescents, des jeunes adultes, donc qui sont très numérisés en fait, qui sont, y compris d'ailleurs les gens qui sont relativement éloignés du numérique, ont quand même un smartphone. Enfin, il y a toujours un accès au numérique. Et donc notre idée, en effet, c'était de s'appuyer sur les personnes, notamment sur Internet, qui étaient les plus... comment dire, qui étaient dans la communauté, les gens qui pouvaient avoir le plus d'entraide, et de s'appuyer finalement sur ces patients pour pouvoir faire évoluer en fait les choses. Donc nous, ce qu'on a commencé à faire, et ce qui était vraiment important pour nous, c'était de former les patients, parce qu'on parlera peut-être de cette formation, de former les patients pour... Il y a cette expertise, mais je pense que la formation est relativement importante. Donc nous, on n'est qu'une association de patients, donc les patients sont à l'écoute d'autres patients au téléphone, donc on les a formés à l'écoute, pas seulement pour avoir des compétences pour écouter, mais aussi juste pour avoir aussi une forme de distance en fait avec ce qu'ils pouvaient entendre. Former les patients à la communication et puis aussi à comment animer un groupe de parole, former les patients à l'éducation thérapeutique. Et moi, je crois beaucoup justement au rôle du patient comme un médiateur finalement en santé avec d'autres patients. Nous, on l'expérimente tout le temps. Pourquoi ça ne marcherait pas à l'hôpital, quoi. Et d'ailleurs, ça marche puisqu'il y a déjà des expériences. Donc, je pense que aujourd'hui, le rôle du patient peut être très important dans l'amélioration finalement de la prise en charge d'autres patients au sein notamment des établissements. Mais l'autre aspect, c'est qu'on parle du patient, mais il y a aussi le citoyen. Le citoyen, ça n'est pas un patient, c'est un futur patient, peut-être qu'il a été, peut-être qu'il est ou peut-être qu'il sera patient, mais le citoyen, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas forcément été un usager du système de soins, n'a jamais été à l'hôpital. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore été à l'hôpital. Donc, ces gens-là, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que pour toucher et finalement les rendre acteurs de leur santé, ça veut dire prévention, parce qu'en fait on n'en parle pas souvent, mais quand on parle santé pour le citoyen, ça veut dire avant tout prévention.
changement de comportement, comme vous disiez, et donc c'est plus compliqué. Pour moi, c'est un challenge, mais qui est un challenge, à mon avis, que je trouve vraiment intéressant à relever, de savoir comment on peut faire agir quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas eu de problème de santé, n'a pas forcément conscience qu'il aura des problèmes de santé, comment le faire agir quand même sur sa santé alors qu'il est en bonne santé. Et ça rejoint nos préoccupations de patients qui sont en rémission depuis longtemps, ont quand même un suivi à faire pour éviter d'avoir une décompensation de la maladie. Comment, en fait, sensibiliser ces personnes à continuer à agir sur leur santé pour que demain, ils ne soient pas dans une décompensation de la maladie. Bon, ça, je pense que ce sont des challenges qui sont très importants dans notre société. Et je crois que, là encore, il faut essayer de jongler entre le fait de ne pas se laisser enfermer dans la maladie, c'est-à-dire être toujours dans une forme de suivi un peu complètement psychorigide, et puis en même temps faire avec sa fragilité, avec sa vulnérabilité, l'accepter et continuer à l'assumer même quand on va bien. Donc je trouve que là on a un challenge à mon avis qui est hyper important, donc par rapport aux citoyens et aux patients qui va bien. Voilà. J'ai pas de solution. C'est une très bonne réponse et qui ouvre plein d'échanges possibles. Donc nous avons parlé d'information, nous avons parlé de comment chacun se perçoit, dans quelle position il est. C'est peut-être le moment pour expliquer ce que vous avez monté avec Medintex, ouais. Pour justement aller dans le sens de l'implication du citoyen et pas seulement les professionnels de santé ou les deux ensemble, de la prévention aux soins. Tout à fait. Donc c'est un peu ce pari-là qu'on a fait avec Medintex. C'était de réunir les citoyens, les professionnels de santé. Alors quand je dis professionnels de santé, c'est au sens très large. C'est même créateurs de santé, les ingénieurs, les startups, les entreprises, et les réunir au même endroit pour discuter tous ensemble de santé. Et alors on a peut-être réussi le pari où sur 6000 visiteurs, on a eu sur 2 jours, on a eu exactement, pas à la personne près, mais on a eu vraiment 50% de professionnels de santé, 50% de citoyens. Et un des paris était de se dire, on a construit notre salon, donc c'est un salon avec des conférences qui a eu lieu avec des ateliers et des stands. Et en gros, l'idée, c'est de construire cette conférence en disant que sur plein de thèmes, finalement, en santé, on peut discuter avec le même discours à des professionnels de santé et à des citoyens. Et il y a plein de cas, comme on ouvre de plus en plus la médecine sur une prise en charge intégrative, et ben on se retrouve, nous, professionnels de santé, à découvrir d'autres spécialités qu'on ne connaissait pas. On se retrouve à découvrir des innovations, des technologies, et donc on peut discuter tous ensemble autour d'un même discours. Et donc c'était l'objectif de Medintex. Il y aura une prochaine édition, voilà, je peux l'annoncer, on a déjà réservé. Puis il y aura aussi plein d'autres choses, on pourra discuter ensemble avec des rencontres citoyennes qu'on essaie de créer, mais toujours avec cette ambition de mettre le citoyen au cœur du projet. Mais si j'ai bien compris, parmi les professionnels de santé, il y en avait peu qui sont en exercice. C'est très difficile pour eux de prendre le temps de venir à un congrès. Parmi les conférenciers, il y en avait quand même un certain nombre. Parmi les gens qui sont venus, alors c'est sûr que pour l'instant, les médecins... Alors il y a beaucoup d'internes. Il y avait beaucoup d'internes qui étaient là. Et il y avait certains professionnels de santé, mais effectivement, ceux qui avaient déjà une appétence pour ça. Pour l'instant, on n'est pas allé chercher d'autres en leur disant « Venez, il se passe quelque chose et on va vous... » Parce que ce que j'ai toujours vu, c'est qu'ils vont aux réunions organisées par leur profession et qui sont dans un cadre très strict, personnalisé à leurs besoins de planning. Oui. Tout à fait. L'idée aussi, c'est d'être transdisciplinaire, et ça existe moins pour l'instant, de dire on va créer quelque chose qui va parler à toutes les spécialités de la médecine en général. Et c'est vrai que les médecins ont l'habitude qu'on aille la rechercher sur des sujets très très spécifiques, très très précis. Et effectivement, il va falloir encore plus qu'on aille chercher les médecins pour leur dire... Et des feedbacks qui t'ont marqué, qu'est-ce qu'il y a eu alors c'est vrai que la question des feedbacks est hyper intéressante parce que quand on crée un salon, on crée un événement. Donc la question d'un événement, c'est de se dire quel est mon impact, parce que la finalité de tout, c'est d'avoir un impact peut-être sur la santé globale
même minime, quoi, se dire qu'on a une utilité. Alors quand c'est un événement, on se dit qu'est-ce qu'il peut y avoir comme impact, quoi. Surtout un premier événement où on a des idées et on ne peut pas encore donner toutes les directions qu'on veut parce qu'on a des contraintes forcément. Et quand j'ai vu ressortir des gens de conférences en disant j'ai compris ça, j'ai appris ça, quand on a vu plein de gens qui ont créé des liens entre eux en disant mais j'ai créé un réseau incroyable et du coup je vais créer ce nouveau produit innovant, je vais m'adresser à telle personne, j'ai fait le lien avec d'autres choses que je ne connaissais pas, ben, j'ai l'impression qu'on a eu un impact. Donc ça fait partie des retours qui m'ont marqué sur Made in Tech. Très bien. Donc Mathieu, je pense que la plateforme d'éducation thérapeutique, d'où est venue cette idée, comment vous l'avez construite et où en est-elle cette plateforme par rapport à la question des citoyens? Bien sûr. Donc Nuvie, c'est donc une plateforme d'éducation thérapeutique digitalisée. Le constat était simple, c'était que on a tous fait, alors le docteur Gauthier qui lui est médecin nutritionniste spécialisé dans l'obésité, et moi-même, mais c'est lui qui est à l'origine de ce projet, il faisait le constat que les ateliers d'éducation thérapeutique étaient limités à un certain nombre de patients et puis étaient relativement chronophages aussi pour les équipes. Demandait beaucoup de mobilisation. Voilà. Donc l'idée au départ c'était de sortir l'éducation thérapeutique des murs de l'hôpital. C'était de faire de l'éducation thérapeutique aussi au quotidien, c'est-à-dire de l'inclure dans la vie des patients au quotidien, et non pas sur des séances préprogrammées et ainsi de suite. Donc de là est née l'idée de Nuvie. Nuvie, donc c'est une plateforme qui permet d'avoir donc 3 parcours. Sur ces parcours, c'est à peu près 200 ateliers maintenant. C'est à peu près, pour vous donner une petite idée, un patient passe entre 18 et 20 heures sur la plateforme quand il suit son parcours. Pour la partie, par exemple, chirurgie bariatrique, il y a 64 ateliers avant chirurgie et 50 ateliers après chirurgie pour la préparation. Et la durée d'un atelier? Un atelier peut durer en moyenne de 3 minutes à 10 minutes. Ça dépend de la profondeur du champ qu'on va explorer. Ces ateliers, ils ont été construits par l'équipe médicale, donc ça repose sur une information solide, validée, scientifique, et ainsi de suite, mais aussi en partenariat avec les patients et modifié avec le temps avec les patients. Ce qui vient s'ajouter en plus, c'est le forum d'échange. On revient sur l'échange, et c'est là où on apprend beaucoup, nous, de l'expérience. On apprend sur la façon dont le patient utilise notre outil, parce que ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on voit, et là on a une thésarde en communication qui travaille justement, qui fait sa thèse sur la façon dont le patient prend l'outil numérique et qu'est-ce qu'il en fait, parce que c'est aussi intéressant. Et puis ce forum, c'est des échanges, sont modérés bien sûr, mais c'est des échanges qui nous apprennent beaucoup et qui nous permettent d'interagir avec notre patient. Nous, le concept de Nuvie, c'était de supprimer de déléguer au numérique, de délivrer cette information et de dire bon, c'est aller sur la plateforme et puis vous allez voir, et puis on n'a plus rien à faire du côté délivrance de l'information. Non, c'était permettre aux patients d'avoir accès à ces ateliers, de s'imprégner des choses et de pouvoir le rediscuter en consultation. Ce qui fait qu'en consultation, on n'est plus dans une démarche quand on délivre une information, on a aussi, nous, en tant que professionnels de santé, une espèce de checklist dans notre tête, il faut que je lui dise ça, 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 et ainsi de suite. Et au final, on sait que le patient, lui, va avoir accès à toutes ces données, et là, on va le réinterroger sur ce qu'il n'a pas compris, et du coup, ça fait des échanges beaucoup plus riches en consultation, ce qui permet aussi de personnaliser l'information et l'échange entre le praticien et le patient, et donc, du coup, d'avoir un échange de consultation en présentiel qui est beaucoup plus riche et qui permet d'accompagner cette maladie. J'ai une question pratique. Donc, 3-4 minutes, c'était dans les 3 à 10 minutes. Oui. C'est rare en France que quelqu'un pense à une durée aussi restreinte. Moi, je trouve ça excellent quand on voit la durée d'attention sur les vidéos de façon générale. Mais comment est-ce que vous avez fait pris cette décision ou fait cette réalisation? On s'est dit que de toute façon, si on faisait
d'une certaine manière, un cours de médecine aux patients ne se serait jamais intégré, c'était pas possible. Donc il fallait cibler sur des éléments extrêmement précis, des points clés d'attention. Alors bien sûr, l'intérêt c'est que ces ateliers sont conçus sous cette format-là. Une fois que l'atelier est fini, on réinterroge le patient parce qu'il a accès à des quiz pour savoir s'il a bien compris ou pas. Quiz qui ne sont absolument pas, qui lui permettent de savoir qu'est-ce qu'il a compris en fait, quel niveau de progression, est-ce qu'il faut qu'il refasse l'atelier ou pas, et surtout il a aussi accès à ce qu'on appelle en savoir plus, c'est-à-dire là par contre une information écrite beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, donc si le patient a envie d'aller plus loin pour approfondir tel ou tel point, il peut avoir aussi cet accès à l'information. Donc c'est plusieurs niveaux, mais on sait que c'est essentiel d'avoir une information concise avec on va dire des topics extrêmement clairs parce que sinon c'est pas retenu et donc au final on perd en efficience. Voilà. En modèle économique, on sait à peu près comment fonctionne un événement, mais on sait moins pour la plateforme. Alors, quel est le modèle économique? Le modèle économique, pour l'instant, il y a deux modèles économiques. On va dire qu'il y a un modèle B2B et un modèle B2C. Le modèle B2B, c'est auprès des institutions, hôpitaux, établissements de soins et ainsi de suite. On propose donc l'accès à la plateforme pour un pool de patients qui seraient pris en charge dans des parcours présentiels. Mais il existe aussi un modèle B2B que j'utilise moi, B2C pardon, mais même plutôt B2B2C, puisque en fait c'est le professionnel de santé qui peut prescrire d'une certaine manière Nuvie à son patient. Et dans le cas de la chirurgie bariatrique, c'est ce qui se passe. Et en fait, le patient va avoir accès sur la plateforme moyennant un abonnement. Et cet abonnement lui permet d'avoir accès pendant 18 mois à la plateforme qui couvre l'ensemble de la progression avant et après chirurgie bariatrique. Un abonnement qui est pris en charge quelque part? Non, l'abonnement n'est pas pris en charge. Après, on a testé plusieurs modèles. On avait testé un modèle où au départ, c'était le praticien qui le prenait en charge pour le patient. Donc moi je l'ai testé ce modèle-là. Au final j'offrais la solution à mes patients. Elle n'était pas utilisée, quasiment pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, malgré tout, le patient, si lui-même il faisait la démarche de payer son abonnement, et bien en fait on a un taux d'adhésion qui est beaucoup plus fort. Donc après ça reste de l'ordre de 16 € par mois sur 6 mois. C'est un coût. Après quand on compare ça à d'autres solutions et finalement on a beaucoup de patients, moi dans le cadre de la chirurgie de l'obésité, qui sont aussi tabagiques chroniques, quand ils doivent arrêter le tabac, c'est un paquet de cigarettes en moins et finalement ils sont prêts à le faire et finalement quand on leur démontre l'intérêt de la plateforme, ils le font et souvent avec un bon retour. Ce problème est mondial. Est-ce que vous avez l'idée d'aller au-delà de la France? Oui, on a déjà des contacts au Canada. On est en partenariat, enfin là en réflexion d'un partenariat avec le CHU de Montréal. Et dans d'autres endroits, on a surtout l'idée de développer au-delà de l'obésité. Donc il y a le diabète, le parcours diabète là qui va sortir. Il va y avoir un parcours maternité qui va sortir fin d'année. Mais là, cette fois-ci, c'est plus de l'éducation thérapeutique, mais plutôt là, on revient plus aux citoyens, c'est-à-dire accompagner les mères, mais aussi la famille sur la nutrition pendant la maternité. Et puis sortir aussi de la nutrition avec des projets sur l'insuffisance rénale, des pathologies plus chroniques, toujours restant ciblés sur la pathologie chronique. Merci. Réaction à ces différents moyens, la plateforme d'un côté, le congrès de l'autre? Moi je suis très convaincue puisque en fait on a nous-mêmes fait une plateforme qui s'appelle Mickey Connect, qui est à la fois une plateforme d'information personnalisée et progressive, mais aussi une plateforme d'éducation thérapeutique, mais là qui mise beaucoup sur finalement des visios en atelier et avec des patients experts et des professionnels de santé, donc plus en fait des ateliers en direct. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce sont vraiment des choses qui sont à mon avis très très intéressantes. Vous avez raison aussi de dire que ça permet en fait finalement
d'avoir une information, mais qu'elle est ensuite rediscutée avec les professionnels de santé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait, nous, créé cette plateforme. C'est que les gastro-entérologues nous disaient, moi, mon patient, avant qu'il vienne à ma consultation, je lui envoie une vidéo, donc il regarde la vidéo, et ensuite, on peut rediscuter. Et donc, c'était un peu, c'était un peu artisanal, mais l'idée était là, quoi. Et on s'est dit, bah, s'il fait ça, autant dire aux professionnels de santé qu'on fasse des vidéos ensemble, et puis qu'ensuite on fasse une plateforme. Et enfin, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est qu'on ne peut pas faire maintenant aujourd'hui une plateforme, un outil numérique sans que ce soit patient by design. Donc ça veut dire, c'est pas juste une équipe qui va penser à la place du patient. Je pense qu'il faut vraiment intégrer les patients dans la construction de ces outils. Le modèle économique, je trouve que c'est une très bonne question, Denise, parce que tu vois, je trouve que sur ces plateformes-là, on est toujours en train de se dire, mais comment on va finalement faire le business model de ces plateformes? Nous, on n'a pas encore vraiment trouvé, on est financé pour le moment par le Fonds national de la démocratie sanitaire, mais il faut qu'on trouve les moyens de pérenniser cette plateforme. Et puis les congrès, bien évidemment. Moi, alors, je trouve vraiment formidable cette idée qu'on va faire un congrès où on va réunir les professionnels de santé et les patients ou citoyens pour plus de santé. Voilà. Moi, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît vraiment intéressant. Et pour plus de santé, en discutant sur des bases sur lesquelles on s'entend et qui permet de gagner plus de santé. Et ça, je pense que si on gagne déjà un peu plus de santé, alors je ne sais pas comment on l'évalue, justement peut-être parce que des gens vont dire... mais je trouve que c'est un bon point, quoi. Donc ce que nous avons vu, c'est que nous sommes partis de remarques très générales. On voudrait bien que le patient soit plus engagé, que le citoyen ait plus de possibilités. Et nous voyons que les choses avancent par des actions concrètes que chacune des trois personnes ici conduisent. Pour ma part, j'ai trouvé cet échange plein d'espoir, de positivité, d'exemples concrets. On peut dire qu'éventuellement le plus dur est fait, même s'il y a des choses très dures à faire, c'est que nous sommes passés d'une situation où le patient n'était pas, où le citoyen n'était pas perçu et il ne se voyait pas souvent comme acteur de sa santé. C'était vraiment des exceptions qu'on venait voir de façon ponctuelle. Et là, on peut en trouver, je pense, dans toute salle d'attente, des personnes qui sont déjà acteurs de leur santé et qui le seront de plus en plus avec plus en plus de moyens. Je trouve aussi que pour les startups, il y a énormément d'idées qui sont porteuses ici sur la façon d'impliquer les patients dans ce que l'on est en train de faire et des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Donc le rôle de Tech & Co est pleinement là.